on essaie de les ruiner de réputation, de les ruiner dans leur patrimoine, de les priver de leurs droits civiques, d'en faire des parias. Et ma foi, le tour est joué. Ah, si on pouvait déclarer Marine Le Pen et Jordan Bardella inéligibles, eh bien, mon bon monsieur, la République serait sauvée. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, chers abonnés de notre chaîne YouTube, abonnés également de l'application. Et n'oubliez pas, je sais que je le répète souvent, je radote, mais ceux qui viennent nous voir sur la chaîne YouTube, que ceux qui viennent nous voir sur la chaîne YouTube, n'hésitent pas à télécharger et à s'abonner sur l'application. C'est là que se trouvent tous nos documentaires. Donc c'est beaucoup de choses à voir et beaucoup de compléments par rapport à toutes les publications que nous pouvons faire chez Omerta d'ordinaire et de ce que vous avez vu déjà ou ce que vous appréciez sur YouTube. Voilà, petite parenthèse que je ferme. Bienvenue pour une nouvelle édition du Grand Entretien. Alors aujourd'hui, je reçois Bruno Gollnisch. Bonjour Bruno. Bonjour. Bonjour, alors je vous présente, vous êtes déjà venu sur Omerta, mais Oui, j'ai eu cet honneur. nos auditeurs vous connaissent. Vous êtes ancien député, donc homme politique français, ancien député européen. Vous avez été, on va parler de Jean-Marie Le Pen, donc secrétaire général, délégué général, puis vice-président du Front National. Aujourd'hui, Jean-Marie Le Pen a disparu il y a un an. Vous avez été le vice-président de son parti. Qui était-il pour vous? Ah, c'est difficile. C'est un homme avec lequel j'ai passé parfois beaucoup plus de temps qu'avec mon épouse. Oui. Peut-être au détriment de ma vie de famille, mais pas au détriment de mon expérience, de l'enrichissement que m'apportait cet homme extrêmement cultivé, courageux, d'une persévérance incroyable, d'une lucidité totale et d'une grande culture, et qui était tout à fait à l'opposé de l'espèce d'image de brute épaisse que lui avaient fabriqué ses ennemis, qui sont en fait les ennemis de la France, tout simplement. Vous avez adhéré quand? Quand est-ce que Jean-Marie Le Pen est arrivé dans votre vie? En fait, comment ça s'est passé? Ah, il est arrivé dans ma vie quand j'avais 11 ans. Ah bon, ça remonte. Ah, Ouais. il ne le savait pas. J'ai eu Ouais. l'occasion de le lui dire plus tard parce que mes parents se disputaient au sujet de la Deuxième Guerre mondiale parfois. Ma mère, qui était d'une famille radicale socialiste, mais dont le père, mon grand-père maternel, avait été un héros de la guerre 14-18, était resté fidèle jusqu'à sa mort au maréchal Pétain. Bon, Hmm. donc qu'il ne le considérait pas comme un traître. Et mon père était d'un avis tout à fait différent, lui qui était une famille d'action française pourtant, mais qui avait dû falsifier sa carte d'identité pour échapper au STO, au travail obligatoire que Hmm. les Allemands imposaient à une partie de la jeunesse française. Et enfin, ils se réconciliaient quand même, alors, parce que c'est toujours un peu impressionnant, les disputes entre parents pour les enfants. Ils se Hmm. réconciliaient pour dire que ceux qui avaient fichu le camp dans la débâcle de juin 40, euh, résultant en grande partie de leur impéritie, et qui étaient venus après, en 44-45, pour accabler le vieux maréchal, était quand même peu recommandable. Et, ajoutait ma mère, il n'y a qu'un seul jeune député qui a osé le leur dire à l'Assemblée nationale, il s'appelle Jean-Marie Le Pen. Voilà, ça a été mon premier contact avec Jean-Marie Le Pen. Hmm. Par la suite, à 18 ans, j'étais à Nanterre. Ma première année de fac, c'était 67-68. Hmm. Inutile de dire que j'ai été avec beaucoup d'autres, d'ailleurs, avec Marie-France Charles, devenue l'épouse du regretté Stirbois, notre secrétaire général, dont je fus, je crois, l'un des meilleurs amis. Beaucoup d'autres, Alain Renaud, qui a été secrétaire général du Front National, alors tout à fait embryonnaire, Patrick Buisson, qui était l'un des plus grands intellectuels de droite de notre temps, tout cela, Didier Gallo, magistrat, devenu maire de Sabdolone, Hmm.
qui a laissé un nom aussi dans la littérature policière, judiciaire, etc. Nous étions tous opposés au gauchisme sans être militants d'ailleurs d'organisations radicales comme le Mouvement Occident ou que sais-je encore. Et ça a créé entre nous une solidarité. On se retrouvait dans le restaurant qu'avait créé, creusé de ses mains, peut-on dire, dans une ancienne cave, rue Saint-Honoré, Roger Olindre. Hmm. Et ça a été mon premier contact avec la droite nationale. Et euh, je suis allé un jour entendre Jean-Marie Le Pen à la Mutualité. Il y avait quelques centaines de personnes. J'ai trouvé que c'était un homme extrêmement clairvoyant qui, contrairement aux autres personnalités politiques, parlait d'autre chose que de, je ne sais pas moi, de l'indexation du coût de la vie sur l'inflation ou des choses comme ça, importantes certes, mais qui ne Hmm. sont pas déterminantes pour l'avenir du pays. Il parlait des questions démographiques, il parlait du réveil de l'islam, il parlait de la situation internationale de la France, il parlait des grandes questions de civilisation auxquelles nous allions devoir faire face. Je ne me suis pas engagé dans le mouvement, mais pour une raison très simple. D'abord, c'est que j'ai fait mon service militaire un peu prolongé comme officier de marine. Ensuite, que je suis parti au Japon comme boursier du ministère des Affaires étrangères dans une faculté de droit de Kyoto en doctorat. Puis je suis rentré, j'ai préparé les concours académiques. Je suis devenu maître de conférence à la faculté de droit de Metz, puis professeur de Hmm. japonais, de langue et de littérature japonaise, et doyen de la faculté des langues et civilisations à Hmm. l'université de Lyon. Et c'est là que j'ai été, si j'ose dire, rattrapé par la patrouille, parce que le Front National, fin 82, je crois, ou janvier 83, je ne sais plus, tenait une réunion à Lyon Hmm. dans la foulée de ce qu'avaient été les premiers frémissements, les premiers succès électoraux à Dreux ou ailleurs. C'était assez médiatisé. Et on m'a demandé d'être à la tribune parce que j'étais doyen de faculté et qu'on ne trouvait pas de personnalité locale pour accueillir Jean-Marie Le Pen. Je dois dire que j'ai beaucoup hésité. Mhm. J'avais compris que euh, Il euh, était sulfureux. que ça n'allait pas être très bon pour la suite de ma carrière universitaire. Et d'ailleurs, la suite des événements l'a démontré. Mais à contre-courant des conseils de prudence que me prodiguaient un certain nombre de collègues en qui j'avais confiance, qui partageaient en gros mes idées, mais qui me disaient, oui, mais toi, mais surtout n'y va pas, tu vas te griller. Bon, je me suis dit, ben oui, si tout le monde fait comme ça, il n'y aura jamais de vent dans les voiles. Et donc j'ai accepté. Et c'est à la suite de ça que, ma foi perdue pour perdue, on m'a demandé d'assurer la direction de la Fédération du Rhône, le département du Rhône. Il y avait 12 adhérents et on l'a porté en quelques mois à plus de 2000. Vous voyez. Hmm. Ça a été pas tout seul, hein, je dois Mhm. dire, c'est pas moi qui ai fait le travail tout seul. Par la suite, Jean-Marie Le Pen m'a demandé de m'occuper des commissions d'études de ce mouvement qui était encore une fois euh, très à l'opposé de ce que l'on prétendait, qui avait un programme, qui actualisait ce programme. C'était un programme cohérent qui était rédigé aussi avec l'aide dans chaque domaine de personnalités compétentes et Hmm. qui était actualisé à chacun de ces congrès. Et j'étais chargé de cela, puis je suis très, très rapidement, j'ai été coopté au bureau politique après la mort de Jean-Pierre Stirbois, dans des circonstances dramatiques, mort accidentelle, Karl Lang est devenu secrétaire général, puis a souhaité être relevé de cette fonction, Hmm. et je suis devenu le secrétaire général, donc par conséquent le numéro 2, 2 bis, peu importe, Bien sûr. de ce mouvement. Comment voyez-vous l'évolution quand vous regardez la situation en France aujourd'hui, par exemple? Est-ce que vous dites à l'époque on avait misé sur le bon cheval, on avait eu la bonne intuition? Est-ce que vous pensez que Le Pen, j'ai interviewé récemment Gilbert Collard qui me disait que pour lui c'était un prophète. Est-ce que vous iriez jusque-là? Oui, oui, en tout cas un précurseur, oui. Mm. Le prophète, c'est celui qui parle pour, Mm. voilà, je ne dirais pas qu'il parlait pour Dieu, mais il parlait pour la France et il Mm. avait très bien vu les grandes lignes de fracture de notre civilisation. On découvre aujourd'hui, c'est extraordinaire qu'on découvre aujourd'hui le problème démographique.
mm, alors qu'il existe depuis très longtemps, et que si il y avait autant de naissances que de décès en France, dont on se gargarisait, c'était dû en très grande partie au laxisme incroyable de nos lois de nationalité, et qui confère d'entrée de jeu la nationalité française à un enfant qui naît en France, serait-ce de père et de mère étrangers. mm, Bon, en réalité, notre déclin démographique, depuis très longtemps, il est masqué par l'immigration d'origine africaine, mm, pour tout dire, et avec tous les problèmes d'intégration que cela suppose. Le Pen était à l'opposé du raciste que l'on a prétendu ou de l'antisémite. Il était extrêmement heureux quand des Français d'origine étrangère, quand des Français aussi, quand des Français d'autres confessions, des Français juifs ou musulmans, adhéraient au mm, Front National, ce qui était le cas d'ailleurs de pas mal d'un nombre assez significatif d'entre eux. mm, Il ne faut pas oublier qu'il avait défendu l'Algérie française, mais il avait défendu l'Algérie française à condition que les musulmans aient les mêmes droits que le reste de la population, bien sûr. mm, Par conséquent, je crois que c'était quand même un visionnaire. Avec une persévérance incroyable, au milieu d'un concert de protestations, de hurlements, d'imprécations, d'injures, mm, d'agressions physiques. Faut, pas pratiquement presque toutes nos réunions qui étaient des réunions légales, pacifiques, dans des locaux loués ou avec les autorisations municipales nécessaires, étaient agressées par des voyous, qui sont toujours là d'ailleurs, les fameux Antifa. À l'époque, ça s'appelait Ralfron. mm, On voyait des jeunes gens ou des enfants même hébétés. Conduits par des instituteurs d'extrême gauche, ou des militants venir dans nos réunions crier F comme fasciste, N comme nazi, jeter des pierres mm, ou des bouteilles, y compris sur des personnes âgées, hein, qui venaient nous écouter. Ça a été extrêmement difficile. Je ne parle pas des persécutions sur le plan professionnel et même quelquefois des drames familiaux que tout cela a entraîné. mm, Il a maintenu le cap. mm, On appelle à quoi la première fois que je vote pour lui, j'ai 24 ans, l'âge de la majorité était à 21 ans. J'ai 24 ans, je suis au Japon, je suis étudiant en doctorat à la faculté de droit de Kyoto, et subitement, on apprend la mort du président Pompidou, que l'on savait malade, mais dont la maladie avait été soigneusement cachée. Et mm, par conséquent, il y a une élection présidentielle en 74. Jean-Marie Le Pen se présente et je me souviens avoir envoyé une cassette parce que il n'y avait pas de fax, il y avait encore moins d'Internet, il n'y avait pas de SMS, il n'y avait pas de téléphone portable. Et donc je communiquais avec ma famille, soit par lettre, soit par des cassettes de magnétophone que j'enregistrais. Et je me souviens avoir envoyé un message en disant que pour ma part, j'étais en faveur de Jean-Marie Le Pen, alors que certains membres de ma famille étaient tentés de voter pour M. Royer, ancien maire de Tours, personnalité conservatrice, honorable mm, au demeurant. Et à ce moment-là, Jean-Marie Le Pen fait moins de 1% des suffrages. mm, Moins de 1%. Inutile de dire qu'à l'époque, il n'y a pas un centime d'aide publique, hein, au financement des campagnes. Bon, n'importe qui, alors qu'il avait été un député, euh, le plus jeune député de France, il avait été, comme il m'avait dit un jour, un peu le Minou Drouet de la politique française, mm, devant un pareil échec, n'importe qui aurait renoncé, aurait dit, bon, ben ça va, mm, parce qu'on reste avec les dettes, on reste avec le découragement de ceux qui vous ont accompagné, on reste avec le ridicule presque d'avoir fait moins de 1%. Lui, il a continué, il a persévéré d'une façon absolument incroyable. mm. Et ainsi tout au long de sa vie. Alors, les politiques de son calibre, et quoi qu'on pense de ses idées, se font rares.
et peut-être, on va dire, Mélenchon qui reste en termes de culture. Je veux Oui, dire, oui, Mélenchon est un homme cultivé. J'ai eu ah, l'occasion de m'entretenir avec lui. Et voilà. bon, il ne m'en Et, voudra pas de le compromettre. mais bien sûr, mais est-ce que vous pensez pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la politique les hommes politiques ne sont plus pareils? Est-ce que la façon de faire de la politique a changé? Ah, oh, je crois qu'il y a, comme on dit, quand on est un peu roué en politique et qu'on a l'habitude et qu'on est embarrassé par une question, c'est une bonne question, oui. À laquelle je m'empresse de répondre. Je crois qu'il y a une baisse générale du niveau en Ouais. France, Depuis du quand? Depuis niveau. quand? Qui l'a Bah, déclenché? c'est depuis 50 ans, mais c'est au moins, mais c'est, si ce n'est plus, mais c'est Hmm. graduel, si vous voulez. Bon, c'est par palier, ou c'est successif, ou c'est une lente descente aux enfers. On voit bien le niveau de la culture, de l'éducation. Les lettres ne sont plus à l'honneur. Hmm. Il est certain que quand je suis élu député pour la première fois en 86, bon, eh bien, beaucoup de mes collègues sont des gens d'autres bords et dans notre groupe, dans le petit groupe que nous avions de 33 députés, qui était tout à fait exceptionnel, qui a laissé d'ailleurs un souvenir à l'Assemblée nationale quand j'y retourne encore, surtout chez le personnel. Hmm. Et beaucoup étaient des gens immensément cultivés. Voilà. Et Hmm. il y avait aussi une il y avait une culture classique, il y avait une culture juridique. On s'astreignait à une certaine tenue. Hein, autrefois, le président de l'Assemblée nationale, dans ma jeunesse, il était en habit. Bon, Hmm. ensuite, bon, l'habit a été supprimé. Il arrive toujours en séance entre une haie de gardes républicains à sabre au clair présentant les honneurs et le tambour bas jusqu'à ce que le président ait gagné son perchoir à l'Assemblée nationale. Mais on peut pas dire, quand on voit la tenue Hmm. des députés, hein, il m'est arrivé d'aller de temps en temps, je retourne encore de temps en temps observer telle ou telle séance Hmm. depuis une tribune que l'on appelle en argot parlementaire le cimetière, qui est la tribune réservée aux anciens députés. Hmm. Notez que le cimetière, c'est moins grave que la même tribune, l'équivalent au Sénat s'appelle l'ossuaire. Ah oui. Ah Que, oui, oui, c'est encore parce plus, que l'ossuaire, c'est pire que le cimetière, c'est bien quand les sûr, corps sont complètement décomposé. décomposés. Ouais, ouais, Bon, ouais. bon. Non, mais c'est Eh drôle, bien, mais vous trouvez. on voit bien la tenue, y compris la tenue Ouais. vestimentaire, mais tout ça, ça traduit quand même Hmm. une perte des disciplines qui existaient même à gauche. Hein. Oui, Mitterrand vous aviez des était gens comme, même prenez le premier gouvernement de Mitterrand, vous aviez des Roland oui, Dumas, des Pierre Jox, oui, des Robert Badinter, enfin, c'était oui. pas voilà, Roland même si Dumas c'était était un orateur exceptionnel. Ouais, remarquable qui ouais, pouvait parler sans notes, ouais. c'était des Hmm. gens qui Charles avaient une Hernu. culture. Hmm. Charles Hernu avait aussi la culture du Beaujolais, c'est pourquoi il m'offrait de temps en temps un verre Hmm. à l'Assemblée nationale en dépit de nos divergences d'opinion et Ouais. et des attaques assez sévères Hmm. que sincèrement, d'ailleurs, Ouais. je menais contre lui. Tout ça, c'est fini. Je le Alors, crains. Mais hmm. ça peut revenir, ça peut revenir. Il y a il y a de bons établissements encore d'enseignement public, mais bon, mais on apprend la géopolitique, mais il faut faire comme il faut lire d'abord Michel de Gégère, Hmm. grand journaliste du Figaro, ancien directeur du Spectacle du Monde, et lire La Mélancolie d'Athéna, et on verra que tout a été écrit en géopolitique depuis les guerres médiques et depuis la guerre du Péloponnèse. Alors, Je pense à justement Jean-Marie bien Le Pen. sûr. Ouais. Excusez-moi, la veille de sa mort encore, la veille de sa mort, Hmm. la veille de sa mort, je vais le voir, il est alité, il respire difficilement, il est sur son lit, il plaisante. Euh, je vous dis l'anecdote, nous avons des amis communs qui s'appellent Monsieur et Madame Le Turc. Bon, Hmm. et je lui dis, ben, avec Janie, ben, nous allons bientôt
voir rencontrer nos amis le Turc. Et immédiatement, il fait une blague en me citant Victor Hugo. Vous voyez, il dit, le Turc est passé là, tout n'est que ruine et deuil. Ben, Mhm. c'est un poème de Victor Hugo après les massacres de Kyo. Vous voyez, voilà, le genre d'homme. Ouais. Il commençait une citation latine et moi, je m'efforçais de la terminer. Voilà, Oui, c'était. oui, 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 tout à fait. Alors, passons à sa fille, justement, Marine, qui connaît actuellement donc des ennuis judiciaires qui pourraient lui coûter sa présidence. Où en est-elle de ces démêlés? 2026, que nous venons d'inaugurer, va être crucial. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, écoutez, c'est un dossier que je suis avec attention parce que je fais partie des co-inculpés. Et je Oui. dirais même des co-condamnés en première instance, puisque j'ai fait l'objet en première instance d'une pénalité extrêmement sévère, 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, certes, Oui. 1 an ferme, aménageable, me dit-on, mais moi je ne suis pas de nature à accepter le carcan. euh, Sans compter les dizaines de milliers d'euros d'amende et des centaines de milliers de prétendus dommages-intérêts. C'est une affaire monstrueuse, Hmm, monstrueuse, au motif que nos assistants travaillaient avec notre parti politique. Ah, c'est sûr, c'est sûr. hmm, C'est sûr, monsieur le juge, madame le juge, ils travaillaient plus avec le Front National ou le Rassemblement National qu'avec le Parti communiste, hein, heureusement. hmm, Euh, En cela, nous avons suivi une pratique qui était absolument générale au Parlement européen. Nous avons agi de façon paisible, publique, sans équivoque. D'ailleurs, la preuve, c'est que on se sert de la publication de notre organigramme pour commencer un processus assez immonde de dénonciation de la part du président socialiste Schulz, qui avait un comportement partial et haineux, contrairement à certains autres présidents du Parlement qui pourraient être nos adversaires politiques, hmm, étaient impartiaux. Mais monsieur Schulz, qui lui avait été convaincu d'utiliser les assistants à des fins domestiques, hmm, ou d'utiliser non seulement les assistants, mais les personnels du Parlement à des fins électorales, sans daigner recevoir les intéressés, va dénoncer ses collègues à sa copine, Madame Taubira, ministre de la Justice socialiste, hmm, euh, ministre de l'Injustice, devrais-je dire, et pour enclencher cette affaire et nous accuser de détournement de fonds publics en bande organisée. C'est sûr que nous étions organisés, heureusement, hmm, pour un motif dont chacun sait en réalité au Parlement européen qu'il est tout à fait absurde. hmm, Et donc, je pense que cette affaire n'aurait d'ailleurs jamais dû venir devant les tribunaux. Je ne suis pas le seul à le penser. Je vais vous citer seulement 3 personnalités, hein, pour faire bref. Messieurs Avril et Gicquel, les deux professeurs de droit constitutionnel les plus éminents de France, l'un ayant été le déontologue de l'Assemblée nationale, et monsieur Jean-Éric Schuttel, qui a été pendant 15 ans, je crois, secrétaire général du Conseil constitutionnel. Ces 3 personnalités, dans des circonstances différentes, ont affirmé que la séparation des pouvoirs devrait s'opposer à ce que l'autorité judiciaire se mêle du travail des assistants parlementaires, parce que si elle le fait, elle se mêle nécessairement, ce qui est le cas d'ailleurs, hmm, du travail des députés. hmm, Je me vois dans l'obligation de dire j'ai fait tel rapport, tel jour j'ai émis tel vote, hmm, tel jour j'ai participé à telle délégation. C'est incroyable. Et imagine-t-on la situation inverse? hmm, À la suite d'un dysfonctionnement quelconque de la justice, Dieu sait s'il s'en produit. En tant que député, j'étais allé voir un juge en lui demandant compte des relations avec son greffier. Bon, on m'aurait dit, mais monsieur le député, mêlez-vous de vos affaires. hmm, hmm, L'autorité judiciaire est indépendante. hmm, Bon. Et donc, je suis très inquiet. J'espère que les magistrats de la Cour d'appel seront plus raisonnables que les juges ne l'ont été les juges de première instance. Mais tout ça me paraît assez bien ficelé. hmm, Et j'ai l'impression d'ailleurs
qu'on prépare un coup semblable contre Jordan Bardella. La technique est toujours la même. Hmm. Si vous voulez, je vais essayer de la résumer. Euh, Notre qualité de parlementaire européen nous donne droit à un certain nombre de facilités, comme d'avoir des assistants parlementaires, de disposer d'un crédit de formation ou de communication, bon, naturellement, les déplacements à Bruxelles ou à Strasbourg sont pris en charge par le Parlement, etc. Bon, c'est pas une faveur qu'on fait aux députés du Rassemblement national. C'est l'application pure et simple d'un statut qui est conforme à celui des autres parlementaires. Sauf que la crainte qu'a une partie de ce Parlement devant ce qu'ils appellent la montée des populismes, Hmm. c'est-à-dire de ces gens qui défendent finalement leur identité, leur souveraineté, Hmm. et qui sont de plus en plus plébiscités par les électeurs. La crainte qu'ils ont de nous voir un jour à se prendre les rênes de la majorité fait qu'on utilise tous les coups tordus possibles et la stratégie consiste à revenir sur justement un certain nombre de facilités qui nous ont été accordées Hmm. avec l'accord de l'administration, avec l'accord d'administrateurs, et Dieu sait s'ils sont nombreux, compétents et spécialisés, on revient plusieurs années après, on dit, ah mais non, tel crédit, vous n'auriez pas dû l'utiliser comme cela. Hmm. Et dans la mesure où nous considérons que vous n'avez pas utilisé de la façon qui convenait, nous vous accusons Hmm. de détournement de fonds. Voilà. Hmm. Et à partir de ce moment-là, on monte une cabale et on saisit ce qui était extravagant, d'ailleurs les juridictions nationales, parce que cette affaire aurait dû rester au pire une affaire administrative interne au Parlement européen. Euh, on, on prélève d'autorité sans respect des droits de la défense ni de la présomption d'innocence des sommes énormes sur les parlementaires en question. On essaie de les ruiner de réputation, de les ruiner dans leur patrimoine, de les priver de leurs droits civiques, d'en faire des parias. Et ma foi, le tour est joué. Ah, si on pouvait déclarer Marine Le Pen et Jordan Bardella inéligibles, eh bien, mon bon monsieur, la République serait sauvée. Voilà ce que pensent en fait un certain nombre de nos ennemis. Hmm. Alors, il y a eu quand même quelques rebondissements à la fin de l'année, puisque le président du tribunal judiciaire de Paris a mis en garde contre les possibles menaces de sanctions américaines visant des magistrats ayant jugé Marine Le Pen. Alors, c'est le quotidien allemand Der Spiegel qui a révélé cette affaire. Paris parle d'ingérence américaine. Comment vous voyez les choses? Cette irruption de Trump dans les affaires judiciaires de Marine Le Pen? Écoutez, je ne suis pas l'avocat de M. Trump, je ne suis pas le représentant du parti républicain des États-Unis en France, hein. Il y en a d'autres que moi. Il y a un certain nombre de démarches de M. Trump que j'apprécie, d'autres sur lesquelles je suis beaucoup plus réservé. Je pense en particulier de l'opération vénézuélienne. Bon, même si je n'étais pas un ami de M. Maduro, On va du en tout. parler. Je suis quand même assez réservé. Mais il est certain que ces pratiques que je viens de dénoncer, elles sont évidentes pour les commentateurs étrangers. Hmm. Évidentes. Il y a que dans le journal Libération ou dans Le Monde qu'on explique que tout ça est parfaitement justifié. Mais n'importe qui voit qu'on est en train d'essayer en France de faire un coup comme celui qu'on a fait en Roumanie, Hmm. hein, où à peine un outsider était-il arrivé En presque fait, vainqueur du premier tour, eh ben on s'est empressé d'annuler le premier tour et de déclarer l'intéressé inéligible. Voilà. hmm. On voit bien que plus ça va et plus l'euromondialisme devient féroce et Hmm. totalitaire. Et ça, c'est perceptible aux États-Unis où on est très sensible aux questions de liberté d'expression, le fameux premier amendement de la L'amendement. Constitution américaine, etc. Et donc que cela ait pu choquer des personnalités politiques américaines ou autres,
Hmm. Ça ne, il y en a, ça choque aussi beaucoup de personnalités politiques étrangères au sein de l'Union européenne, hein, inutile de le dire. Ça ne me surprend en aucune façon et qu'il l'exprime. Mais il faut que les magistrats qui sont à l'origine de cette injuste condamnation en première instance se rassurent. Je ne pense pas que M. Trump ait l'intention de les faire kidnapper et, Hmm. et traduire devant la justice américaine. Au pire, comme M. Breton, ils auront du mal à mettre les pieds aux États-Unis. Voilà. Bon, c'est- Hmm. Hmm. voilà. Et ce n'est pas, et je dois dire très clairement, Marine Le Pen et le Rassemblement national ne sont absolument pour rien dans cette réaction et ne l'ont pas suscité. Nous n'avons pas demandé Oui, à M. mais Trump d'assurer notre défense. Oui, mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un risque de la stigmatiser davantage en faisant d'elle une alliée de Trump en ce moment, aux yeux des juges, de la cour d'appel? Oui, vous savez, de temps en temps, on va dire qu'elle est alliée de Trump, on a dit qu'elle était alliée de Poutine, bientôt, Oui. comme elle a exprimé des réserves, c'est le moins qu'on puisse dire, sur l'opération vénézuélienne, on va dire qu'elle est alliée de Maduro. Si jamais elle met les pieds en Chine, on dira qu'elle est l'alliée de Xi Jinping. Hmm. Tout ça me paraît assez dérisoire. Alors vous qui justement êtes un homme de loi, cette capture d'un chef d'État en exercice, elle montre que le monde est en train de changer de façon radicale. Est-ce que faut-il revoir les bases du droit international? Existe-t-il encore ce droit international et quid des souverainetés dans cette histoire? Ah, là aussi, c'est une bonne question, je vous remercie de l'avoir posée. Comme l'on dit, je Vous n'êtes pas réfléchis, communiste, je crois. je, Vous n'êtes pas je un héritier de réfléchis. Georges Marchais. C'est lui qui avait dit Non, ça. mais Georges Marchais, oui, mais Georges Marchais, il avait de toute façon les réponses toutes prêtes Oui, et qui n'avaient aucun rapport avec la question d'ailleurs. Et quand on lui faisait c'est vrai. remarquer, ben, il disait, ben, c'était votre question et c'est ma réponse. Bon. Oui, voilà. Bon, c'est une réflexion que je me faisais hier. Hmm, Je me suis dit, j'ai étudié le droit international et notamment le droit international public pendant 10 ans, 15 ans. hmm, Bon, je vais être prétentieux, hein. Bon, je suis docteur en droit, hmm, lauréat de l'Université de Paris. Bon, j'ai étudié la réception du droit international dans des pays qui ne le connaissaient pas jusque-là, comme le Japon. C'était le sujet de ma thèse, hmm. ouverture du Japon et droit de Vous êtes l'Occident. l'homme de la situation pour J'ai répondre à cette enseigné question. le droit international parce que j'avais Ouais. conservé à côté de mon cours sur la langue et civilisation, de mes cours sur la langue et civilisation japonaise, j'avais conservé un cours de droit international que je faisais aux étudiants de maîtrise Hmm, de langues étrangères appliquées, droit international et européen. Et j'ai l'impression effectivement qu'il n'en reste plus rien. hmm, Et j'ai l'impression qu'il n'en reste plus rien. Alors, s'il s'agit de ce droit international que l'on a fabriqué euh, euh, à coup d'incantations, de traités plus ou moins fictifs, etc., je me consolerais, mais j'ai l'impression que c'est ce que l'on appelait autrefois le droit des gens européens. Vous savez, le droit des gens européens, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le droit international. C'est né effectivement de la civilisation européenne. hmm, Parce que l'Europe, c'est une petite péninsule à l'extrémité du continent asiatique, mais justement, elle avait ceci de particulier qu'elle n'était pas un empire et elle a inventé les possibilités de relations belliqueuses souvent, hmm, d'où le droit de la guerre quand même pour essayer de limiter les dégâts, mais pacifiques la plupart du temps quand même, entre nations sur un pied d'égalité. hmm, Ça n'existe dans aucune autre civilisation. La civilisation musulmane, c'est le mythe du califat. hmm, La civilisation chinoise, tout est centré autour de la personnalité de l'empereur. C'est un empire qui se propage par cercles concentriques hmm, et qui ne connaît d'autres relations avec les voisins qu'une relation de suzeraineté à vassalité. hmm, La Corée, l'Annam étaient des royaumes vassaux. Voilà. Et au-delà, c'était les barbares. Et donc, nous avons inventé ce monde multipolaire
où les relations entre nations se faisaient sur une base d'égalité. Et j'ai l'impression, c'est vrai, que euh, tout cela part en miettes. Il n'y a plus que l'affirmation plus ou Les moins intérêts. brutale de la force. Oui. Mm, Et je crois que c'est extrêmement dangereux. Je mm, crois que c'est extrêmement dangereux. Euh, parce que il n'existe plus de frein. mm, Euh, si n'importe qui peut faire n'importe quoi, c'est quand mm. même très mal parti, quoi. Et alors, justement, si les États-Unis envahissent le Groenland, quelle sera la position du Rassemblement national? Ah, je pense que nous y serons hostiles, oui, ça, certainement. Mais Parce que là, c'est l'Europe qui est attaquée. Enfin, là, c'est l'Europe qui est attaquée. Moi, je pense, comme l'a dit la première ministre du Danemark, que si ça se fait, c'est la mort de l'OTAN. Il faut en tirer les conclusions. hmm, En tirer les conclusions, c'est-à-dire que rompre avec l'OTAN, il faut arrêter d'acheter du matériel hmm. militaire américain, hein, comme le faisait quand même le Danemark. Le Danemark a, a beau se plaindre, mais enfin, il préfère commander des F-16 plutôt que des Rafales. Bon, Le euh, F-16 ou F-35, c'est-à-dire ils commandent, là ils ont commandé en octobre dernier des F-35 face à un pays qui va les priver d'une part de leur territoire, de leur souveraineté. Donc s'ils doivent attaquer ce pays a même la possibilité de ne pas faire décoller, de permettre que les avions qu'ils ont vendus ne décollent pas. bien sûr, bien sûr. Ben, non, non, mais là, on entre dans ou bien on accepte une situation de pure vassalité. Hmm. Alors moi, je crois qu'il faut laisser ça aux Britanniques, puisque les Britanniques, finalement, Très bon là-dedans. Hmm. bon, ça leur convient tout à fait, Mhm. puisqu'ils considèrent, après tout, que les États-Unis sont une sorte de leur prolongement. Tout à fait. Bon, Hmm. donc, ou bien on accepte une situation de totale vassalité, et ça, je le dis depuis très longtemps, ou bien on prend les mesures qui s'imposent. Hmm. Par exemple, au Parlement C'est quoi les européen, mesures qui il y a s'imposent? plus de 10 ans, au Parlement européen, il y a plus de 10 ans de cela, je protestais, j'étais le seul pratiquement à protester contre l'incroyable hold-up qui avait été fait sur la banque BNP Paribas. Hmm. À qui les États-Unis ont infligé une amende faramineuse, je ne sais plus, de 7, 8, 9 milliards Hmm. d'euros au motif que cette banque avait continué à financer du commerce avec l'Iran. Hmm. Mais les sanctions américaines contre l'Iran, les États-Unis sont libres d'en décider pour leur compte, mais ils ne peuvent pas l'imposer au monde entier. C'est Hmm. absolument incroyable. Pareil dans l'affaire Alstom, Hmm. où on a pratiquement euh, on a emprisonné des dirigeants d'Alstom sous des prétextes divers, de façon à faire comprendre à Monsieur Cron, le PDG d'Alstom, qu'il avait tout intérêt à vendre, y compris des secteurs stratégiques, Hmm. bon, à des sociétés américaines, bon, General Electric en l'occurrence. Bon, par conséquent, moi je crois que il faut réagir. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, dans ces cas-là, on prend des gages, après tout, Hmm. hein. Il y a quand même un certain nombre d'entreprises d'origine américaine contre lesquelles je n'ai rien. La preuve, c'est que j'utilise moi-même leur matériel. Je Hmm. veux parler par exemple d'Apple, hein. Hmm. Je vous parle depuis Oui, un, moi un- également. un MacBook Air, bon, Pareil. d'accord, je suis Ouais. très content, mais enfin, Ouais. on peut prendre des gages de ce côté-là, ils ont des intérêts chez nous. Hmm. Euh, si c'est le rapport de force qui compte exclusivement, moi, je crois que les États-Unis n'ont malgré tout pas intérêt à se brouiller avec l'Europe, après tout. Hmm. Hmm. Bruno Gollnisch, un dernier mot. La fin de l'année a vu la disparition de Brigitte Bardot. Elle a été proche de vos idées. Vous la connaissiez. Qu'est-ce que vous en, comment vous en souvenez de Brigitte Bardot?
Non, moi personnellement, je ne la connaissais pas. Je la connaissais pas. Je crois qu'elle a été l'incarnation de la féminité, hein. J'ai vécu dans mon enfance, enfin ma jeunesse, hein, une époque où beaucoup de jeunes femmes essayaient d'avoir une coiffure. Je me souviens que c'était une coiffure Ouais. très haute, hein, comme d'être coiffée comme Brigitte Bardot. Elle est devenue un modèle un peu de la libération de la femme. C'était une femme intéressante, multiple, courageuse. Mm. Jean-Marie Le Pen la connaissait très bien. Il Mm. était avec elle en relation amicale. Jean-Marie et Jeannie Le Pen étaient avec elle en relation amicale. Jean-Marie l'avait convaincu de venir visiter des soldats français qui avaient été blessés lors de la guerre d'Algérie, Mm. blessés par le FLN. Et Jean-Marie me racontait la stupéfaction du soldat blessé sur son lit d'hôpital, qui découvre qu'à son chevet, Mm. il y a Brigitte Bardot. Mm. Ça avait été. Et c'était l'époque Et Dieu créa la femme en plus. Et voilà, voilà, Ouais, voilà. Oui, donc, oui, bien sûr, elle était très l'impact du jolie. film, Alors, elle a été très phénoménal. courageuse dans moi, je partage tout à fait une grande partie de ses idées pour la défense de la cause animale. Mm. Euh, je te- euh, elle a été très courageuse à cet égard. Euh, elle a dit des choses sur l'immigration, etc., bon, que d'aucuns pourraient trouver peut-être un peu excessif, mais enfin, qui traduit un ras-le-bol de beaucoup de Français, quoi, qui Mm. disent non, non, là, trop, c'est trop, quoi. Voilà. Mm. Bon, Mm. c'est aussi simple que ça. Je n'en ferai pas un modèle absolu. Je me souviens que ma mère était assez choquée, moi, par le fait, non pas tant par la vie privée de Brigitte Bardot, qui a connu beaucoup d'hommes, bon, Mm. mais par le fait que, défendant la vie, en quelque sorte, elle avait presque répudié sa maternité, Oui, ouais, elle n'avait pas voulu assurer l'éducation de son enfant. de son enfant, qu'elle avait rejeté cette grossesse et cette naissance. Et euh, c'est vrai que ça, bon, bah, écoutez, nul n'est parfait. Mm. Comme disait Jean Lartégui, tout homme est une guerre civile, et c'est vrai aussi des femmes, qui Ouais. sont des hommes comme les autres. Euh, je Mais crois. bien sûr, au-delà de ça, on a perdu aussi Alain Delon l'année dernière. Oui. Il faut, est-ce que c'est pas une, voilà, c'est une certaine France qui s'en va? Qu'est-ce que Oui, je pense, génération et de... c'est une France, une France de grands acteurs qui Hmm. étaient extrêmement connus à l'étranger. Ouais, ouais. Moi, je me souviens au Japon, Alain euh, Delon, c'était une idole. quand je disais que j'étais français, on me disait Ah, Alain Delon Mitaille. Oui, il y Hmm. a Paris Alain Delon Mitaille. Bien sûr, il ressemble à Alain Delon. Ah ouais. C'était très flatteur pour moi. Bon, 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 si j'étais un peu dragueur, je disais c'est normal, c'est mon cousin. Bon, alors, Ouais, un transfert affectif euh, qui se produisait sur ouais, le reste de personnes. Je crois que malheureusement, j'ai jamais beaucoup ressemblé à Alain Delon, mais enfin, c'était la réaction, vous voyez, ouais. de jeunes japonaises que j'ai entendues des dizaines de fois. Hmm. Ouais. Bien. Merci Bruno Gollnisch pour cette analyse, pour ce tour de l'actualité Merci, Alice française. Solier, Merci infiniment. de Voilà. m'avoir convié. Bonne chance à Omerta. Et bonne année à vous et tous les vœux Bonne pour année à vous, à 2026. tous vos collaborateurs. Ça marche. Je n'ai pas besoin de vous souhaiter bon courage parce que je sais que vous en avez à revendre. Merci beaucoup. À très Ah, bientôt. Au revoir. Quant à vous, j'espère que cette interview vous a plu, que vous reviendrez encore plus nombreux pour la prochaine édition du Grand Entretien. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis portez-vous bien et à très bientôt.